Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un autre supplément disponible en anglais mais pas encore en français, disponible sous peu j'espère pour vous autres. C'est le fameux Up in Arms qui est le complément de Winds of Magic qui avait été fait pour les magiciens. L'idée était de faire un supplément plus ou moins séquentiel identique pour nos amis guerriers, chevaliers, tutti quanti. Sachant que dans le futur il est sûr qu'on aura des suppléments compressés puisque le prochain livre de classe, va-t-on dire, de carrière plutôt, qui va sortir, complémentera à la fois les rôdeurs, donc tout ce qui est prêtre de Tal, chasseurs, que sais-je, et les roublards, donc plutôt les voleurs, les entremetteurs, et ainsi de suite. Et bien évidemment, on aura à la fois les prêtres de Ranald et les prêtres de Tal. Donc c'est un livre qui est sorti il y a plus de 2 ans maintenant, ce qui ne nous rajeunit pas, et qui traite à la fois des chevaliers, des mercenaires et des soldats de tout poil, donc Soldier of All Stripes. Sans plus tarder, j'ouvre le livre, vous commencez à connaître la balade. Très belle illustration assez chouette d'un chevalier chargeant sur un hippogriffe. Et au niveau du contenu, c'est assez costaud, mais il y a des trucs, il y a du bon et du mauvais, on va très vite comprendre pourquoi. Donc on commence avec une petite introduction qui vous dit voilà pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce livre et qu'est-ce que vous allez y trouver. On commence au début avec simplement un chapitre pêle-mêle qui va vous expliquer comment est-ce que les armées étaient constituées dans le vieux monde, dans l'Empire, qui a le pouvoir de lever des armées, qui paye les armées, comment est-ce que les armées sont gérés, les soldats, les différentes loyautés qu'elles peuvent avoir les unités, et on remarque encore cette espèce d'ignoble illustrateur que je déteste. Vous ne voyez pas forcément à ce niveau de résolution, mais la tronche des mecs est absolument dégueulasse, et je subodore que c'est la colo en fait qui est vraiment immonde et qui renforce en plus un dessin qui des fois est pas top. Il a fait notamment un truc dans l'Empire Empire in Ruins, donc le 5e tome de la campagne impériale, qui est avec le graphe de Middenheim qui a un nez, c'est démentiel quoi. Au niveau anatomie, c'est un truc de fou. Et bien sûr, ce qui nous intéresse forcément, parce que vous avez un petit peu de fluff, mais c'est surtout le fait qu'il va y avoir des nouvelles carrières qui sont promises ici, il y en a quand même un sacré paquet, et à cela s'ajoute la première fois qu'on voit cette règle, donc était aussi présente dans Winds of Magic, puisque Winds of Magic, faut pas oublier, est sorti après ce supplément, c'est les 10 compétences au niveau 1. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment important, super chouette, parce que ça permet à vos joueurs de panacher plus leur personnage. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe, c'est que si vous connaissez le système, pour passer du niveau 1 au niveau 2 dans une carrière, vous avez 8 compétences que vous devez monter au niveau 5. Et ainsi de suite, quand vous êtes au niveau 2, vous avez 8 compétences que vous devez monter au niveau 10, et ainsi de suite. En fait, on n'a pas trop le choix, parce que quand on y réfléchit, si vous êtes au niveau 1, vous avez vos 8 compétences, vous les montez, et puis au niveau 2, vous allez continuer. Ce qui fait que c'est un peu tout droit. Et là, le fait d'avoir 10 compétences au niveau 1 vous permet un petit peu de panacher, de dire, finalement, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre l'intimidation, alors que je pourrais prendre, je sais pas moi, plutôt commerce, ou que je pourrais prendre une autre compétence. Et ça, c'est tout con, mais c'est vraiment bien. Et surtout, ça leur permet, donc là, c'est pas tellement le cas parce qu'on est sur des soldats, mais avec les magiciens, de faire des magiciens qui correspondent à leur couleur, avoir des magiciens marrons qui savent chasser, qui savent pister les bêtes, et que sais-je. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on commence par l'archer. Donc toutes les différentes carrières qui vont être possibles sont soit des spécialisations martiales, soit des rôles qui sont un peu distants ou conséquents par rapport à l'armée. Archer, si vous voulez vraiment faire un archer. À chaque fois, vous remarquerez que la composition est toujours la même. Vous avez une page sur la carrière elle-même en termes techniques, avec un peu le supplément comme la présentation du bouquin de base. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a toute une page supplémentaire qui va décrire souvent ce que fait un archer, les types d'archers non humains s'il y a la possibilité que des non-humains fassent cette carrière, ainsi qu'un exemple de bataillon célèbre qui représente cette carrière. Ça, je trouve ça plutôt stylé, mais c'est assez intelligent, une bonne manière de coordonner le fluff avec la classe. Donc vous avez les épéistes, notamment de Carobourg, qui sont assez costauds. Albardier, donc ça c'est un dessin qui revient du bouquin de base. Et canonnier, donc là on commence à taper dans le gros, ça peut être assez violent effectivement, donc les gens plutôt de nuls. Les artilleurs, et
Ça, les suiveurs de camp, suiveuses de camp, ce qui a possibilité un petit peu, enfin, qui me gratte dans le mauvais sens du poil, puisque le niveau 1 c'est Ribot, et mon nom de famille évidemment c'est Ribot. Donc ça fait un peu mal, mais évidemment ça a un historique assez fort qui peut faire comprendre cela. Et enfin on arrive sur une classe qui est un peu bête, enfin qui est toute bête, auquel on pense pas forcément, c'est les cartographes, qui surtout dans le monde dans le vieux monde, dans Warhammer, je trouve que c'est plutôt un bouquin à base soldatesque. Mais je trouve que c'est une belle classe pour les érudits, notamment le fait qu'on voyage beaucoup, et que ça justifie parfaitement d'avoir un érudit qui sait connaître les cartes, qui peut vous renseigner, qui peut un peu vous bouger à droite à gauche. Alors bien sûr, vous ne ferez pas de combat avec ça, enfin si au niveau 3 vous gagnez Weapon Skills, mais c'est une bonne manière de faire un érudit qui a des raisons d'aller se balader, et qui peut servir à tout moment à tout le monde. Ça c'est chouette. On continue avec un chapitre sur les chevaliers de l'Empire, les chevaliers étant extrêmement importants dans le monde de Warhammer, et oh Dieu sait combien dans le jeu de figurines, un élément récurrent et iconique du jeu de figues, en tout cas avant le vieux monde, je sais pas ce que c'est maintenant. Et donc on commence par un truc qui est vraiment très très bien, c'est un descriptif en 3 pages de tous les ordres de chevalerie qui existent dans l'Empire. Et ça c'est génial parce que c'est des informations qui sont éparpillé sur pas mal de bouquins, notamment dans la VL2. Je pense notamment par exemple, si vous voulez savoir sur les chevaliers, enfin qu'il y avait des ordres de chevalerie dans le Talabecland, il fallait avoir Terreur à Talabai. Et là vous avez tout sur 3 pages, avec à chaque fois, est-ce que c'est un ordre laïque ou séculaire, quels sont et qu'est-ce qui fait son intérêt, qu'est-ce qui le rend unique. Et à chaque fois on dit, par exemple, ils peuvent pas blairer telle ou telle personne, ou c'est l'ordre dominant, ou c'est un ordre mineur, ils sont loyaux à telle ou telle personne. C'est vraiment cool et c'est super parce que ça permet, quand vous avez des joueurs qui veulent jouer des chevaliers et qui n'ont pas forcément envie de jouer les iconiques, tout le monde n'a pas envie de faire un chevalier du loup blanc ou un chevalier panthère, il y a à foison et tout ce que vous avez besoin à faire. Ensuite on arrive sur les montures, donc on a du grand classique, du cheval, et bien des demi-griffes aussi si vous êtes un peu foufou, mais ça me paraît un peu compliqué dans une campagne de jouer un chevalier qui se bat à demi-griffes, à dos de demi-griffes, d'hippogriffes, pardon. Là on arrive sur un autre dessinateur que j'aime bien, qui fait plutôt de l'aquarelle, il est assez rare. Donc on commence sur les chevaliers, les péliges. Donc si justement vous voulez faire un chevalier qui n'a pas d'affiliation directe, on remarquera que tous les chevaliers qui sont présentés ont plus ou moins le même panel de caractéristiques. Il y a quand même quelques changements assez notables et intéressants, donc notamment le chevalier du soleil ardent qui sert Myrmidia. Myrmidia aura un rôle assez important dans ce bouquin. A forcément des connaissances plus stratégiques et disons, on va dire que c'est plutôt un chevalier intelligent. À l'inverse, on va tomber sur évidemment le chevalier du loup blanc qui lui est un gros costaud qui cogne, assez violent. Je rappelle qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de casque et qu'ils sont souvent en plate noire. Donc c'est plutôt cool. Et bien évidemment, les chevaliers panthères qui sont les créatures, enfin les chevaliers iconiques depuis la couverture de l'Empire en flammes dans la première mouture de Warhammer. Donc voilà, il y a de quoi y a boire à manger. À chaque fois, on vous explique un peu leur histoire, leur impératif, comment rentrer dans l'ordre et quels sont leurs tabous, leurs codes d'honneur. On enchaîne sur 2 pages assez rigolotes du point de vue d'un nain sur les armures humaines et pourquoi elles sont médiocres, ce qui est toujours assez rigolo. Puis on arrive sur le mercenariat. On va encore avoir des carrières, donc ce livre essaie d'introduire de manière plus ou moins maladroite, j'ai envie de dire, la Tilée et les Stali, par certains aspects. Donc la Tilée, on commence directement par le mercenariat, c'est-à-dire qu'on vous explique comment vit un mercenaire dans le vieux monde, parce que c'est pas juste question de l'Empire, et de quoi il peut bénéficier, et surtout de l'origine en Tilée, et comment ils sont payés, et ainsi de suite. Pourquoi pas, à la limite. Et on enchaîne tout de suite sur des carrières qui sont spécifiques aux ordres de mercenariat. Donc là, c'est rigolo, parce qu'on a quasiment quelqu'un qui vient d'Arabie, mais c'est une cavalerie légère qui peut être propre aux humains ou même aux elfes, dans tous les cas. Et là, vous voyez que c'est un peu dégueulasse, ils sont un peu chiés. Des fois, j'ai ça, c'est rare, mais des fois, ils se plantent et voilà, c'est pas très bien imprimé. Donc, quand vous râlez sur la version française, dites-vous aussi que sur la version anglaise, ça arrive. Les spécialistes de siège. Hop. Les piquiers, qui sont un peu l'expertise, vraiment c'est un peu le cliché du Tiléen, du mercenaire tiléen qui reprend un peu les éléments de la Rome antique et de l'Antiquité. Et on arrive sur comment créer des personnages tiléens, ainsi qu'un descriptif de la Tilée. Alors, c'est pas génial, comme je disais, c'est-à-dire qu'on a droit en gros à 1 page sur la Tilée,
un descriptif des villes, donc parce que je rappelle, la Tillet, c'est un peu des cités-états avec Sartosa, et c'est tout ce que vous avez, en fait, concrètement. Après, le reste, c'est un gazetteer que je trouve parfaitement... Je n'ai jamais compris l'intérêt des gazetteers, à moins que vraiment le world building et la géographie soient votre passion. Savoir qu'il y a 10 000 personnes qui vivent, 30 000 personnes qui vivent à Lucchini, voilà, moi ça me dépasse un peu, j'avoue. Et ensuite, on vous donne comment créer un personnage styléen, ce qui est un peu torché en deux petites pages. Pourquoi pas, hein. Après, ça vous permet d'avoir plus de cordes à votre arc, et si vous voulez jouer un étranger, c'est toujours une bonne idée. Plus intéressant, beaucoup plus intéressant, on a le droit quand même à une chronologie de 4 pages sur l'histoire de la Tillet. Ce qui est peut-être le seul intérêt de ce chapitre, en tout cas pour moi. Mais on apprend vraiment les différentes invasions, leur lien avec la piraterie, leur lien avec pourquoi est-ce qu'ils sont experts pour chasser les vampires, et ainsi de suite. Gros morceau, forcément, qui dit nouveau supplément dit nouveau chapitre sur les prêtres, parce qu'on va pas s'emmerder à créer un bouquin comme le tome de la rédemption pour gérer tous les prêtres. Et donc on a sur le culte de Myrmidia cette fois, avec donc beaucoup d'éléments sont repris, on va pas se mentir, du tome de la rédemption. Il y a quelques colorations sympathiques, il y a un point d'emphase qui est mis sur le schisme entre la tradition tilienne et stalienne. Donc je rappelle, en fait, Myrmidia est un dieu qui vient du sud, qui est donc la sœur de Shalia et qui est la fille de Verena de Mort. Et comme tous les dieux du sud, on ne sait pas trop si elle a été fondée en Estalie ou en Tillet. Et donc il y a un gros schisme au niveau de ce dieu-là qui, pour les Tiléens par exemple, est considéré comme ayant toujours été humaine, alors que les Italiens ne pensent pas. C'est pas le même ordre de chevalerie et le même ordre de prêtrise qui est dominant. Et les règles qui sont empruntées, parce qu'il y a 2 bouquins en fait qui suivent les règles de Myrmidia, sont pas chaque État a un bouquin qui est plus ou moins important. Donc ça, c'est assez cool. Enfin, c'est vraiment du fluff, mais c'est toujours chouette à voir. Et on vous explique son rôle dans l'Empire, les personnes très importantes. C'est assez dense, c'est plus dense que ce que j'ai eu sur Ria dans le chapitre, dans les archives de l'Empire 3, évidemment. Là, on est sur une bonne grosse dizaine de pages bienvenues, donc c'est super si vous jouez un prêtre de Myrmidia. On a ce qu'il faut dans les structures, les superstitions, et les gens qui la vénèrent. Vous voyez, il y a de quoi, il y a à boire et à manger, on a les ordres, c'est la totale. Et ça fait des sacrées pages que je tourne. Et enfin, on arrive sur la carrière de prêtre de Myrmidia. Donc il y a des gens qui vont gueuler parce que c'est un personnage qui est clairement d'origine arabienne ou du sud. Donc ça va gueuler pour nos amis anti-woke. Mais bref, passons. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que encore une fois, le prêtre de Myrmidia a la bonne idée, c'est d'être quasiment en fait un prêtre guerrier. Que quand vous voyez je rappelle, dans le bouquin de base, le prêtre qui est présenté est un prêtre de Sigmar. Et ça se voit parce qu'il finit, encore une fois, et quand il finit, il est rang gold, il est lector, il a que des compétences d'oration, donc il est très très fort pour manipuler les gens, parler, et que sais-je encore, alors que là, le prêtre de Myrmidia, c'est quasiment un Canada Dry prêtre guerrier. Parce qu'il très vite, il acquiert plein de compétences de combat, il a au niveau 4, il peut balancer 2 coups, enfin il a le talent pour cogner 2 fois, il peut maîtriser toutes les armes très rapidement au niveau 2, c'est assez vénère quand même. C'est plutôt une bonne aloi, et c'est assez chouette enfin de voir le prêtre tel qu'il est envisagé. Alors, le gros problème, encore une fois, et c'est comme l'histoire des compétences, donc là il a bien 10 compétences au niveau 1, il y avait une promesse, enfin une suggestion qui avait été faite par Kubicule7 qui dirait, vous inquiétez pas, on va sortir un PDF où il y aura toutes les carrières révisées avec 10 compétences au niveau 1. Ça, j'attends toujours. Je pense qu'ils le sortiront. Ils font comme dans la V2 où FFG avait sorti à la toute fin ils étaient obligés en fait par les contrats à sortir un compendium qui faisait plus de 300 pages et que j'ai là dans ma bibliothèque avec toutes les classes et les carrières qui avaient été proposées depuis le début de la V2. Je pense que c'est ce qu'on va avoir à la fin, et là, je pense que ça arrivera un petit peu tard. Et ouais, je pense qu'il y aura pareil pour les prêtres, avec un peu de chance. Les dons, les talents sont, enfin, les miracles sont très très bien, ils sont très bons. Autant c'est pas au niveau de Sigmar, on va pas se mentir, les miracles de Sigmar sont complètement pétés, c'est les pires. Mais là, il y a vraiment, on balance du bonus à tout le monde en combat, on peut se désengager d'un combat sans aucun problème, c'est très très bien, c'est vraiment top moumoute. Et on arrive sur le côté règles, parce qu'on n'a pas eu trop de règles jusqu'ici, c'était un peu dommage, ça nous manquait. On arrive sur un système alternatif de blessure. Alors c'est pas tellement que le système est alternatif, c'est qu'en fait ils ont voulu corriger les côtés bourrinistes du critique. En gros, je lance un critique,
je touche, je te tue, je fais un score de porky et t'es mort. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont essentiellement, les petits changements autres, mais ils ont essentiellement changé la table des critiques, ce qui est vraiment bien. Donc en gros, le principe, c'est que vous tapez sur un critique, vous faites un critique, bon bah voilà, vous le prenez, mais ça peut pas aller au-delà de 100. Ce qu'ils ont dit, c'est que quand vous tombez à 0 et que vous reprenez un critique, déjà il n'y a pas plusieurs critiques, en fait, c'est juste un critique, et pour chaque blessure que vous faites, ça dit plus 10, plus 10, plus 10, qui fait que forcément le critique va devenir ultra violent. Et donc la tête, c'est un peu particulier, parce que ça va jusqu'à 100, parce qu'on part du principe que la tête est un peu... c'est un point faible, évidemment, mais par contre, vous regardez, tous les autres trucs, on a du 136, on a du 116, donc les autres parties du corps sont conçues pour avoir justement de plus grandes, pas périodicité, mais il y a une plus grande espérance en fait au niveau des stats, et vous avez, l'idée aussi c'est que les toutes premières, les premiers niveaux de blessures sont triviaux, c'est-à-dire que T c'est trivial, ça vous fait même pas mal en fait, donc ces petites choses, c'est je fais tomber mon arme, donc c'est des critiques mais qui sont pas trop violents, ça c'est pas mal, hein. Et c'est pas une mauvaise chose, encore une fois, c'est quelque chose qui, j'espère, dans une future version, sera directement instauré dans le bouquin de base, ce serait plutôt sympa. On arrive sur le fameux chapitre sur l'équipement, où on vous dit ce que vous pouvez transporter en tant qu'objet usuel, donc ça peut être une boussole, ça peut être une pierre à affûter, ou des cordes d'arc. Et ensuite, on arrive sur les armes qui ont été un peu repensées. Ça, c'est pas mal. Si vous vous rappelez, quand vous avez une arme quand vous commencez à Warhammer, si vous avez une arme de base, on s'en fiche que ce soit une hache, que ce soit un marteau, que ce soit une épée, c'est toujours pareil, ça fait les mêmes dégâts, et ça n'a pas de qualité de défaut. Là, à l'inverse, ils ont dit, ok, on va reprendre toutes les armes de base, la hache, le bâton, la dague, et elles vont toutes avoir des compétences spécifiques. Et c'est vraiment pas mal, parce que ça permet un peu de colorer votre personnage. Pareil avec les boucliers qui ont été un peu repensés, notamment avoir des boucliers lourds qui permettent de jeter de la défense et de parer les missiles. Ça, c'est plutôt pas dégueu, et il y a des nouvelles, il y a des nouvelles qualités et défauts qui sont faites. Par exemple, la hache peut hacher, donc elle peut réduire à néant très facilement des parois en bois, c'est plutôt cool. Donc les boucliers, comme je disais, on peut avoir des pavois qui font des boucliers 5, où ça devient vraiment vénère. Le reste, vous connaissez un petit peu, c'est les armes de cavalerie, les armes d'épéistes, les armes de les armes de pugilat, donc où il y en a beaucoup plus qu'avant, les fléaux, que sais-je encore. Il y a à boire et à manger, c'est bien parce que je crois que dans le bouquin de base c'est 2 pages, et là il y a 6-7 pages pour vous éclater, donc il y a vraiment à boire et à manger, sachant qu'ils sont bien fendus la gueule aussi avec les armes à feu, où on va retrouver cette fois notamment des cannes-pistolets ou des mortiers à main, avec des nouveaux avantages comme Blast qui permet de tout défoncer, c'est vous qui répartissez les dés entre les différentes personnes en face de vous, c'est très très marrant, on se fend la gueule. Et dans les munitions, un truc assez rigolo, il y a la poudre infusée avec de la quiche, donc c'est le vent de magie, et qui fait que votre poudre est pas stable du tout, par contre elle fait des dégâts de porky. C'est marrant, ils sont bien marrés, et c'est chouette, ça justifie quasiment pour un joueur, ce qui est rare, un joueur peut quasiment justifier en disant moi j'aime bien jouer des soldats, je sais que j'aime vraiment jouer des soldats, et là j'aurai l'équipement, j'aurai les carrières, j'aurai tout ce qu'il me faut pour faire un peu mon business. Le combat monté, très honnêtement, à moins de faire des duels à la Pendragon, je vois pas trop l'intérêt, vous avez encore des règles supplémentaires, pourquoi pas, hein. Et les montures exotiques, notamment le demi-griffe ou l'hippogriffe, je sais plus comment ça s'appelle, mais je doute que votre MJ va tolérer, que vous en tant qu'MJ, vous allez tolérer des hippogriffes à la table, mais qui sait. On arrive sur un chapitre sur les suiveurs. On a l'idée d'engager des gens qui vous suivent directement, donc ça peut être des gens fut-fut, ça peut être des guerriers, c'est à vous de voir. On vous propose des profils, notamment de marchands, de mercenaires ou de médecins simplement, comment les recruter et comment ensuite leur établir une personnalité ou une éthique de travail. Donc c'est pas mal, si jamais vous n'avez pas d'idée pour des PNJ ou que vos joueurs veulent recruter quelque chose, vous mettez juste un nom sur la table et ensuite vous lui générez une petite personnalité, une petite tronche, pourquoi pas. Après moi je gère ça plutôt à la louche, mais ça peut être bien. Chapitre vraiment, à moins que vous fassiez une campagne très guerrière, c'est consacré notamment à l'artillerie et aux dégâts aux structures. On va pas se mentir, quand les joueurs prennent possession d'un canon, c'est pour tirer sur des gens, ou alors pour faire exploser un mur, donc on a le fameux bidon baril de poudre pour tout péter. Je sais pas si vous irez jusqu'à simuler les dégâts de structure avec des canons selon la taille du canon, ça c'est à vous de voir. En tout cas, vous avez toutes les règles
Du machicoulis jusqu'à la forteresse naine, il y a tout ce qu'il faut sur les structures. Ça reste, mais bon, pour moi, ça reste encore un petit peu secondaire, on va dire. Il y a aussi tout ce qui est sur les sièges, les armes de siège. Là, c'est plus intéressant, mais c'est tellement, c'est un autre niveau, quoi. Je veux dire, c'est plus 5 mecs dans la gadoue qui ont du mal à Uber Strike, quoi. Avec les munitions qui font bien, donc on a tout ce qu'il faut, et hop là, et on arrive sur les poursuites d'excellence, qui sont des règles supplémentaires sur les poursuites, comme vous l'avez deviné. Comment ça se passe quand on court après quelqu'un, comment ça se passe quand on est en bateau après quelqu'un, comment ça se passe quand on est à cheval après quelqu'un. Pourquoi pas, encore une fois, ça fait un peu des règles supplémentaires qu'on pourrait potentiellement gérer à la louche. Je reste très très grand fan de ce qui avait été fait dans Cthulhu, dans la V7, avec une idée d'une adversité qui avance et qu'on fait un delta en fait des poursuites, et on résout ça un peu à la louche. Il y a même une table des obstacles si vous voulez, c'est vraiment la totale. Donc encore une fois, c'est de la règle. Et on arrive sur un appendice qui, pour moi, est extrêmement important, et donne son sel à ce supplément, c'est les avantages de groupe. Le principe des avantages de groupe, il est hyper simple. C'est qu'à chaque fois que vous avez deux bols, il y a mon bol, donc le de MJ, et il y a votre bol, le bol des PJ. À chaque fois que vous devez gagner un avantage, à chaque fois que je dois gagner un avantage, on met l'avantage dans le bol. À la fin de chaque round, celui qui a le plus de bol, celui qui a le plus d'avantages, pique un avantage dans le bol de l'autre, pour prouver qu'il a un peu l'ascendant. Et à quoi ça sert ? Et ben en fait, ça vous permet d'avoir 5 effets possibles. À tout moment, moi, enfin en tant que le MJ, ou un joueur, à son tour, peut dire bah moi je vais piquer des avantages dans mon bol et l'utiliser pour faire une action spéciale. Il y a 5 actions qui sont assez simples et plutôt bien foutues. Si vous cramez un avantage, vous pouvez potentiellement faire un coup de force et plaquer l'adversaire au sol, ce qui fait qu'il est prone, donc c'est vachement bien. Si vous réussissez le jet, si vous pouvez aussi faire un jet d'agilité pour réussir à infliger une condition à l'adversaire, donc c'est être aveugle notamment. Je crois que vous pouvez pas être en feu, mais c'est aveugler, ou bah si, vous pouvez vous pouvez l'enflammer, vous pouvez l'aveugler, ou vous pouvez l'enchevêtrer. Donc on part du principe qu'en gros vous lui balancez de la boue à la tronche, ou vous trouvez une lanterne qui est pas loin, vous lui jetez à la tronche. Et ça c'est sur l'agilité. Ensuite pour 2 points d'avantage, hein, si vous voulez, et ça c'est pas mal. En gros vous donnez 10% à votre action, un bonus à l'action que vous allez faire. Si vous cramez un 3e avantage, c'est 20%, un 4e, 40%, et ainsi de suite. Si vous prenez ces 2 points d'avantage, vous pouvez aussi vous désengager, sans qu'il y ait aucun souci, sans vous faire toucher. Et le must, bien évidemment, à 4 points d'avantage, vous avez une action gratuite. Donc il n'y a pas besoin de se poser de questions. C'est vraiment très très chouette, sachant qu'en plus, il y a une idée, c'est que les joueurs qui, par exemple, ne savent pas trop quoi faire en combat, ou ont le sentiment de ne pas être, pas être vraiment au top, peuvent simplement en utilisant notamment des compétences qui vous semblent juste en tant que MJ, donner plus de avantages ou plus 3 avantages aux joueurs s'ils font un excellent score. Donc c'est vraiment c'est un bon moyen justement de faire monter la poule et de permettre à des gens de se sentir utiles au combat. Moi c'est un système que dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé, plutôt que m'embêter à gérer les avantages un par un, sachant que toutes les règles d'avantage restent bien évidemment pour le reste. C'est-à-dire que tous les monstres, quand ils doivent lancer un sort ou cracher du feu, vous cramez un point d'avantage, quoi. Pour ça, c'est quand même assez simple. Et il y a aussi donc forcément les créatures qui étaient unstable, donc les créatures fantomatiques sont affectées. Donc il y a une révision un petit peu de comment les règles pouvaient marcher, qu'est-ce qui a changé en fait grosso modo dans les règles que vous avez. Sachant qu'avec l'option de défense notamment, je crois qu'il est un peu différente. Le deuxième appendice est moins intéressant, c'est sur les actions que vous pouvez pratiquer durant les hors-jeux, donc quand il y a une période de cooldown, et ça vous permet d'apprendre des bots ou un tir parfait. Donc en gros, vous entraînez, à la fin de l'entraînement, si vous l'avez réussi, vous avez une tactique spéciale que vous pourrez utiliser une fois durant la partie. Bon, pourquoi pas. Ça reste un petit peu anecdotique, on va dire, mais bon, s'il se peut que vos guerriers ne savent pas quoi faire. En général, moi, mes joueurs, ils préfèrent utiliser leur temps mort pour monter des carrières moins chères ou monter des compétences, mais bon, qui sait. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Le dernier, c'est sur la mise à jour forcément des talents, parce qu'avec les avantages de groupe notamment, il peut y avoir certains impacts, et aussi vu ce qui a été proposé au niveau des systèmes alternatifs de blessures. Et on a fait le tour de ce petit supplément, donc Up in Arms. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. C'est pas du foutage de gueule comme un archive. C'est intéressant, vraiment, parce que ça rajoute beaucoup de carrière, quand même.
Le système les règles dont je vous parlais, qui tiennent en 4 pages, sont plutôt pas mal. Après, ça reste 4 pages. Je peux pas vous promettre d'investir là-dedans. En tout cas, si vous avez des joueurs, ou si vous voulez juste augmenter votre panel de personnages qu'on peut avoir, c'est clairement, dans le vrai sens de donjon, un supplément pour moi, hormis les 8 pages de règles qui sont vraiment indispensables, c'est plutôt un supplément de joueurs. C'est-à-dire que c'est vraiment, si vous avez des joueurs à la table qui sont guerriers, ouais, foncez, ça sera super. Si c'est pas le cas, ou si ça les intéresse pas trop, ou s'ils sont satisfaits du bouquin de base, bon, il n'y a pas besoin non plus de l'acheter. Mais en tout cas, le boulot est fait, c'est propre, c'est pas si mal. C'est pas, encore une fois, c'est pas indispensable si c'est pas les règles, et c'est pas les nouvelles carrières qui vous intéressent, ou l'équipement, c'est compliqué, parce que je peux pas vous justifier là-dessus en disant vous allez tout savoir sur l'atelier, vous allez tout savoir sur les mercenaires. Bon, voilà, c'est encore... Et bien évidemment, moi, ce qui me pose un petit problème, c'est pas... Mais bon, c'est ce qu'ils ont choisi de faire, cette espèce de fragmentation héraclitienne du savoir, qui nous dit qu'on va avoir un prêtre présent dans chaque bouquin, donc pour avoir tous les prêtres, il faut acheter tous les suppléments, et ça, c'est un peu naze, quoi. Et je sais qu'il y aura... Enfin, j'espère qu'il y aura un PDF à la fin, mais le PDF, il sera pas fait, parce que, en gros, il va manquer... On n'a pas Verena, encore... On n'a pas, donc là on va avoir Ranald et on va avoir Tal, mais on n'a pas non plus Mort. Donc est-ce qu'ils vont faire comme dans la V3, ils vont faire un bouquin qui sera mort-vivant, où il y aura tous les morts-vivants plus les trucs de mort, je sais pas, à voir. Mais en tout cas voilà, c'est quand même un supplément honnête qui est pas si mal et qui vaut le coup. Je suis pas aussi emballé qu'un truc comme Sun Moon qu'on peut lire, qui est juste un supplément de fluff qu'on peut lire et on apprend des choses sur une région qu'on connaît pas. C'est pas Winds of Magic dans le sens où Winds of Magic est clairement indispensable pour jouer un magicien, mais vraiment, vous avez des magos, vous prenez Winds of Magic, vous posez même pas la question, c'est super important parce que ça révise complètement les carrières et il y a plein de choses super chouettes dedans, notamment au nouveau système de channeling. Mais là, ouais, non, c'est solide, c'est pour du guerrier, il y a ce qu'il faut, il y a à boire et à manger. Et je pense que sur ce, Ray2D, donc si vous aimez, comme d'hab, parlez-en autour de vous, ça me fera toujours plaisir. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Allez, salut!